Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Pierre est devenu paraplégique à la suite de ses blessures le soir du 13 novembre au Bataclan. Après la période de la reconstruction, soutenu par sa compagne Myriam, vient alors le temps des projets. Ensemble, ils décident de créer l'association Wild World pour sensibiliser au handicap et montrer aux personnes à mobilité réduite qu'il est encore possible de découvrir le monde, car pour Pierre, il était inconcevable de renoncer au voyage. Alors, quoi de mieux que de partir en tour du monde pour montrer qu'absolument rien n'est impossible. Pierre et Myriam reviennent sur leur voyage complètement fou, à travers le globe, en retraçant leurs aventures en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Leur voyage sera malheureusement interrompu par la crise sanitaire, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas cela qui aurait pu les freiner. À peine rentrés, ils prennent la décision de quitter leur travail et de se lancer en tant que blogueurs spécialisés pour les voyages accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cet échange, c'est l'histoire d'un couple qui a dû apprendre à se construire en tant que binôme handi-valide, mais aussi l'histoire d'un combat pour donner un sens à leur vie et leur voyage, ainsi que sensibiliser la société afin de devenir plus inclusive. Je vous souhaite une bonne écoute de ce beau témoignage de résilience et tellement feel good. Hello Myriam, hello Pierre, Hello. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui, surtout que moi j'ai découvert votre compte grâce à une auditrice qui m'a dit il faut absolument que tu ailles découvrir leur compte et on veut absolument les écouter dans le podcast. C'est sympa. Donc c'est assez particulier. Je vais commencer par vous demander de vous présenter pour les personnes qui nous écoutent en nous donnant votre prénom, votre âge, votre ville d'origine et nous dire votre parcours pro en 2-3 mots. Ok, je vais commencer du coup. Donc moi c'est Myriam, j'ai 31 ans, j'habite à Paris avec Pierre du coup. Et parcours pro dans les grandes lignes, moi j'ai fait pas mal d'années dans le conseil. Quand je suis sortie d'école, j'ai commencé dans le conseil aux entreprises, donc organisation management. Et depuis 3 ans maintenant, je suis blogueuse voyage à plein temps. Bonjour à tous, moi c'est Pierre, du coup j'ai aussi 31 ans, je viens de Paris, on habite à Paris du coup. Et parcours pro, j'ai commencé en sortant d'école à être commercial dans le fromage et en région parisienne avant de passer au digital chez Accor Hotel. Et donc en effet depuis 3 ans on est blogueur voyage à plein temps. Génial, donc tout ça on va en reparler durant notre échange. J'aimerais vous poser déjà les 2 premières questions que je pose à tous mes invités, c'est d'où est-ce que vous vient la passion du voyage ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu personnellement, mais en fait j'ai pas mal attendu pour voyager. Moi j'ai beaucoup voyagé en France quand j'étais plus jeune, donc mes parents nous emmenaient beaucoup en France en voyage, que ce soit en Bretagne ou dans le centre de la France, dans des régions assez calmes, donc très orientées nature. Et en fait j'ai commencé à voyager à 18 ans. J'ai découvert pas mal de choses, des pays européens, puis des États-Unis, je suis allée au Burkina Faso, et en fait ça m'a tout de suite marqué le fait de pouvoir découvrir de nouveaux paysages, mais surtout de rencontrer de nouvelles personnes qui pensent différemment, qui vivent pas de la même manière que nous, et qui ont du coup énormément à apporter. Donc c'est devenu vraiment une passion dévorante à partir de ce moment-là. Okay. De mon côté, on a pas mal voyagé avec mes parents en dehors de France. Enfin, on voyageait un petit peu en France, mais beaucoup plus à l'étranger, où on essayait d'avoir au moins un gros voyage, que ce soit en Europe ou un peu plus loin, sans être jamais allé à l'époque en Afrique ou en Asie, mais on était allé plusieurs fois aux États-Unis. Et donc on a découvert un peu de cette façon-là le voyage. Et en fait, à cette époque-là, le voyage était plus de la découverte pure et faire les grands sites touristiques et autres. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a un peu shifté là-dedans, où on est plus justement dans la rencontre et vraiment faire en sorte que les voyages aient du sens. Ah, génial, c'est exactement la thématique du podcast.
Et alors, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que vous vous êtes rendu compte très vite que vous avez tous les deux cette passion commune et vous vous êtes dit, ah, cool, ça va marcher à tous les coups parce que on a tous les deux envie de découvrir le monde. Bah, je pense que c'est entre autres, oui, ça fait partie des trucs qui ont cliqué. On s'est vite rendu compte qu'on avait cette même envie de découvrir plein de choses et plein de gens, et ça a tout de suite fait tilter notre relation, je pense. Après, il y avait d'autres choses aussi à côté. On a pu assez vite se rendre compte qu'on Oui, avait la évidemment, même, pas que ça. le même, la même manière de gérer les choses, etc. Mais oui, ça fait partie des sujets qui nous ont fait dire que il y avait quelque chose à construire ensemble. Ouais. Et quel type de voyageur vous êtes-vous? On est des voyageurs aventuriers, explorateurs, on va dire. Parce que du coup, moi je suis en fauteuil roulant, Myriam est valide, et en fait on est un peu, depuis 3 ans, on s'est un peu mis comme mission d'aller barouder dans des endroits bien balisés pour des valides et de montrer en fait que c'était aussi potentiellement faisable par des personnes en fauteuil. Et donc voilà, donc c'est un peu notre fer de lance en ce moment. Ouais, c'est clair, bah, c'est vachement bien ce que vous avez fait, on va aussi en reparler. Et est-ce que, avant que tu sois en fauteuil, vous avez déjà fait des voyages tous les deux? Ouais, non, on en a fait un à Venise, le cliché. Et Ah oui! on est parti, bon, on avait un peu voyagé en France, on est allé à Étretat, on est allé à la montagne, côté Mont Blanc, et ensuite on s'était dit, bah tiens, on a 4 jours devant nous, où est-ce qu'on peut partir? On a fait confiance à EasyJet et sa possibilité de nous donner des conseils. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, Venise, ça a l'air pas mal. Donc on est parti 4 jours là-bas. Et Myriam ne connaissait pas, j'y étais allé à plusieurs fois, et donc comme ça j'ai pu l'emmener découvrir tous ces petits coins quand même très sympas. Ouais, bah c'est chouette, hein, l'Italie. Et ben du coup, j'aimerais bien qu'on remette dans le contexte votre départ en tour du monde. Je sais même plus en quelle année c'était. C'était Ouais, on est 2019, puis il y a eu parti le en Covid, c'est septembre ça? 2019 en tour du monde. C'était pas le meilleur moment pour partir en tour du monde, on va pas se mentir, mais du coup ça s'est quand même plutôt bien goupillé. Et en fait, pour remettre un peu dans le contexte, donc en gros, Pierre et moi on s'est rencontrés en juin 2015, d'où le fait qu'on n'ait pas fait beaucoup de voyages avant qu'ils soient en fauteuil, parce que donc il était valide à ce moment-là, sauf que le 13 novembre, il a été blessé au Bataclan, et donc il est devenu paraplégique après une blessure par balle. Et donc, on a recommencé, nous, un petit peu à voyager, en fait. C'était vraiment notre passion, donc on s'est dit, bon, il faut qu'on continue à voyager malgré le fauteuil, c'est important. Et quand on est reparti les premières fois, ça a été hyper dur, parce que, en fait, c'est hyper flippant de voyager en fauteuil. C'est flippant et puis c'est contraignant. Flippant parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver sur place, donc on galère à trouver de l'info. Finalement, on y va un peu à l'aveugle, quoi. On sait pas trop si ça va être accessible, pas accessible. Donc c'est vrai que voilà, prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde et pas savoir ce qui nous attend, c'est quand même un peu flippant. Et puis il y a quand même une sacrée logistique, une sacrée orga parce que au début notamment, quand on passe en fauteuil, on pense qu'on a besoin de beaucoup de matos. Et parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, mais du coup le temps qu'on s'habitue, ça demande un peu d'adaptation. Donc on a un peu souffert de nos premiers voyages, notamment au Canada. Et on s'est dit, après avoir nous fait un certain nombre de découvertes qui nous ont permis de voyager mieux et plus facilement, et donc de plus profiter, notamment en se mettant plus de barrières psychologiques pour accéder à la nature et à ce qui nous plaisait vraiment dans le voyage, on s'est dit, bah tout ça en fait nous on l'a appris vite, mais il y a plein de gens qui l'apprennent pas, ou lentement en tout cas, et il faut du coup donner cette opportunité-là à d'autres personnes de pouvoir voyager plus facilement et de pouvoir partir à l'aventure en pleine nature beaucoup plus facilement. Et donc on a décidé de créer Wheel Worlds, qui est le média de l'aventure pour tous. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti en tour du monde. Donc ouais, c'est ça, c'est pour lancer le départ en tour du monde. Et donc après, répertorier toutes les adresses, tous les bons plans que vous avez au fur et à mesure de votre parcours, c'est ça? Exactement. Maintenant on a des réseaux sociaux, enfin on a créé ça en 2018 au moment où on a créé notre association. Donc là l'idée était vraiment de montrer déjà ce qu'on avait déjà fait comme voyage et montrer que c'était déjà un petit peu possible de partir en voyage. Et donc on a été forcé de continuer à voyager pour montrer que c'était possible. Et pendant la préparation du tour du monde. Et en fait le tour du monde lui s'est organisé avec des partenaires qui avaient la même idée que nous, comme quoi le voyage devrait être accessible à tous. Donc on a été accompagné par Accor, dans l'idée de les aider pour mieux accueillir aussi les personnes en situation de handicap, parce que c'est ça aussi qui met un gros frein psychologique au voyage. C'est justement où est-ce que je vais dormir, comment ça va se passer. Parce que c'est dans les hôtels que tu reprends des forces et que tu peux repartir et sereinement pour ta journée d'aventure du lendemain. Donc voilà, donc on s'est accompagné par pas mal d'entreprises dans ce style. Et ensuite voilà, ça a été une préparation longue de plus d'1 an pour pouvoir organiser ça. Et puis
C'est exactement ce que j'allais vous Ah, demander, combien de temps ça peut prendre pour préparer un projet pareil. Ouais, ça a pris 1 an. En fait, ça a pris 1 an parce que il y a plusieurs choses justement. Il y a effectivement la recherche de sponsors et de partenaires qui évidemment nous a pris beaucoup de temps, sachant qu'on bossait à côté, donc c'était pas hyper simple à organiser. Ah oui, Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que disait Pierre, mais trouver un logement à peu près accessible, je dis bien à peu près parce que c'est pas hyper simple, ça prend quand même un peu de temps. Et du coup, par exemple, pour l'Amérique du Sud, on avait booké tous nos hôtels, donc on est parti de septembre à décembre en Amérique du Sud, et tous nos hôtels étaient bookés à partir de février-mars, quoi. Et Pierre a passé genre 1 mois et demi ou 2 mois au téléphone sur WhatsApp avec tous les patrons d'hôtels dans lesquels on passait pour voir justement à quoi ça ressemblait, est-ce que c'était possible de prendre une douche, de rentrer dans la chambre, enfin voilà, des trucs auxquels on pense pas forcément, mais qui sont un sacré challenge en fait quand on est en fauteuil. c'est clair. Et donc, quel parcours vous décidez de faire là pour ce tour du monde? ce tour du monde, on s'est dit qu'on allait le faire en étoile. Donc en fait, c'est 4 continents, 15 pays. Et entre chaque continent, on revient 10-15 jours à Paris, histoire de voir nos partenaires et de recharger un petit peu en termes de matos médical et aussi de changer les bagages pour que les fringues soient propres. Et non, et en fait, on commence par l'Amérique du Sud, parce qu'on s'est dit, bon, on va essayer de suivre le soleil pendant 1 an. Du coup, on commence en Amérique du Sud, c'est le fin d'hiver, début de printemps. Et donc là, on fait Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil. On enchaîne avec l'Océanie, on voulait faire le Nouvel An à Sydney, donc on est parti là-bas, et ensuite Génial. C'était trop bien. c'était très très bien. Après, on a fait la Nouvelle-Zélande, du coup. Et on vous racontera ce qu'on a fait là-bas. Et après, on avait l'Afrique et l'Asie qui étaient prévus. Mais du coup, en fin de Nouvelle-Zélande, le Covid a toqué à la porte du tour du monde et donc nous a mis un stop. Et vous avez fait le lockdown là-bas? On a fait une partie du lockdown là-bas. En fait, en gros, donc je crois que la France a été confinée Le mi-mars. 16. Nous, on a été confinés 10 jours après. Et en fait, juste du coup pour reprendre, mais rapidement, on avait décidé de se fixer un défi majeur par continent en fait pour essayer de changer un peu les regards sur ce qui était possible de faire ou pas. Donc en Amérique du Sud, on a fait le Machu Picchu. Et en Nouvelle-Zélande, on avait décidé de traverser les 2 îles en tandem. Voilà. Et donc du coup, on était à en gros 250 bornes de notre objectif puisqu'on devait atteindre Bluff qui est le port le plus au sud du pays. Et à ce moment-là, le lockdown a été déclaré du coup en Nouvelle-Zélande, donc on s'est retrouvé bloqué à ne pas pouvoir atteindre notre objectif, mais bon, on a fait que les 750 km par rapport aux 1000 qu'on avait prévus. C'est déjà Voilà, bien. c'est déjà bien, on était très contents, mais c'est vrai qu'on était un peu deg de pas atteindre le Tu dernier restes un peu objectif. sur ta faim, Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Mais bon, on a quand même eu vachement de chance, enfin j'avoue, nous, quand on voyait 10 jours de plus par rapport à la France, ça a été beaucoup. Nous, on était sur les routes de Nouvelle-Zélande à vélo, pleine liberté, etc. Donc on mesurait notre chance d'être là-bas à ce moment-là. Et du coup, on est resté confiné 10 jours en Nouvelle-Zélande et finalement le vol qu'on avait prévu pour rentrer à Paris a été maintenu, donc on a pu rentrer pour suivre le Ah, confinement top. en France. Ouais. Et alors, j'aimerais bien connaître votre état d'esprit avant de partir. Est-ce que, par exemple, vous avez quitté votre job avant de vous lancer dans ce tour du monde? En fait, on a eu une chance extraordinaire là-dessus parce que nos 2 employeurs ont accepté de nous laisser un congé sans solde pendant 1 an. Et là où enfin, en fait, c'est top parce que nous, on voulait pas tout plaquer pour partir en tour du monde, c'était pas forcément l'idée. Il faut quand même pas se mentir sur le fait que les discriminations à l'embauche, quand on est en fauteuil, il y en a encore. Donc on voulait pas non plus se mettre en risque de ce côté-là. Et donc on avait envie de se dire, on prend le temps, on fait notre projet, et quand on a terminé notre projet, on revient et on avisera à ce moment-là. Et effectivement, donc on a avisé à ce moment-là, puisqu'on est revenu plus tôt que prévu, mais on a continué à voyager beaucoup en France. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on a décidé de créer notre boîte et de devenir blogueur voyage à plein temps. Mais donc du coup ça a été une transition assez smooth en fait. On a eu de la chance de pouvoir faire ça en douceur. Et du coup c'est vraiment très très cool de la part de nos employeurs de nous avoir permis de faire ça. Ah, c'est clair, c'est génial. Toutes les étoiles se sont alignées Exactement. finalement, en laissant les choses se faire, Ouais, quoi. complètement. Quand vous dites à vos proches, par exemple, là, que vous avez un projet de tour du monde, c'est quoi leur réaction? Ça dépendait des gens. Les parents étaient un peu inquiets. Oh là là, mais tu quittes ton job, comment ça va se passer, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'était surtout ça la grosse question. Qu'est-ce que ça va apporter, etc. Donc c'était aussi tout le processus de leur montrer que ça avait un intérêt, que d'autres personnes étaient dans le même cas que nous et se posaient énormément de questions sur comment se passait le voyage en général.
Et ensuite, pour tout ce qui était proches, copains et la famille un peu élargie, ils étaient beaucoup moins stressés et ils étaient plus jaloux de nous voir partir et de se dire ils vont partir si loin et pendant si longtemps. Et ils ont bien de la chance. Mm. Non, on a eu vraiment un soutien de fou. Enfin, en vrai, Pierre dit que les parents étaient stressés, ça a duré quelques jours, quelques semaines, mais ça a été assez rapide à régler, effectivement. Et en fait, on a vraiment eu un soutien de fou, et je pense que ça joue énormément parce qu'on a beaucoup bossé pour la préparation. Et je pense que si on n'avait pas eu autant de soutien... ça a dû les rassurer aussi. Ouais, et puis si on n'avait pas eu autant de soutien, on n'aurait pas... Enfin, tu vois, c'était quand même de l'énergie à mettre énormément, et donc voilà, ça nous a fait du bien d'avoir... tous nos proches qui nous disaient que c'était top, que c'était vachement bien ce qu'on faisait, que ça avait du sens et qu'on allait profiter à fond, donc c'était assez cool. Je pense que mine de rien, ça doit quand même être important sur la motivation à préparer un tour du monde comme ça, quoi. Ouais, c'est hyper important. Si tout le monde te dit que tu peux pas le faire, nous on est un peu des têtes brûlées, donc on aura tendance à le faire quand même, mais c'est toujours plus pesant de faire un truc contre tout le monde plutôt qu'avec tout le monde qui te soutient derrière, quoi. Forcément, tu vois, avec le vent dans le dos, c'est toujours un peu plus facile, quoi. Eh ben, est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu ce tour du monde, les moments forts, les pays qui vous ont marqué, même si j'imagine que peut-être tous, mais si vous devez faire des choix, on va dire. Si on doit faire des choix, moi clairement en Amérique du Sud, c'est l'île de Pâques qui m'a marqué avec le côté mystique de toutes ces statues, de comment est-ce qu'elles sont là au milieu de l'océan, comme ça, un petit caillou perdu au milieu de rien. Et donc ça, vraiment, ça a été un peu le clou du spectacle en Amérique du Sud pour moi. Ouais. Je pense que c'est plutôt... Alors, pour moi, l'aventure la plus intense, c'est nécessairement la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, parce que ça nous a demandé quand même pas mal d'énergie mentale et physique. Donc c'était un vrai moment de dépassement de soi qui était incroyable, et honnêtement, ni Pierre ni moi ne sommes très sportifs, donc en fait on était hyper heureux d'avoir réussi à faire ça. Ah oui. On s'est un peu lancé dans l'aventure sur un coup de tête entre guillemets, et finalement ça a été une belle aventure, sans entraînement. Et c'était une belle aventure collective aussi, parce qu'on a des copains qui nous ont accompagnés, qui transportaient nos bagages, qui nous soutenaient sur la route et tout, donc ça c'était fou. Et sinon, effectivement, moi je pense que le pays que j'ai préféré, ça reste l'Argentine, pour plein de raisons, mais ils ont déjà une culture de l'accueil qui est incroyable. On a été hyper bien reçus, avec des rencontres vraiment au top, des gens super sympas, super gentils, toujours prêts à aider, etc. Et les paysages, il y a 3000 km, 3500 km, donc de haut en bas. Donc en fait, quand tu pars du désert et que tu restes dans le même pays pour passer dans la cordillère des Andes enneigées et qu'ensuite t'arrives à Ushuaia, moi ça me fait juste rêver, quoi. Enfin, c'est du kiff, tu croises pas une bagnole sur la route. Voilà, c'est la manière la manière dont j'aime voyager, quoi. Les rencontres le soir et le calme la journée, je trouve ça top. Et du coup, vous avez fait des parties, par exemple, en voiture. Vous êtes déplacé comment concrètement durant le voyage? On a fait Pérou et Bolivie en bus, parce qu'on nous avait prévenu comme quoi les routes étaient dangereuses. Et clairement, on est ravis de ne pas avoir conduit dans ces deux pays. Et non, ça a été un peu sportif, parce que les les différents bus qu'on a pris n'étaient pas du tout accessibles, donc il fallait me porter pour me monter et me descendre du bus. Mais on avait trouvé une compagnie en Pérou-Bolivie avec des guides hyper sympas de notre âge, enfin un truc un peu plus européen, on va dire. Et clairement, ça a été génial de ce côté-là, et les gars ne voulaient pas que je reste dans le bus, donc ils me faisaient descendre à chaque fois, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était top. Trop cool. Et dès qu'on est arrivé au Chili, après le désert d'Uyuni, en fait, le Salar d'Uyuni, on a loué une voiture, et en fait, on a traversé du nord au sud le Chili à Argentine en zigzagant dans la cordillère jusqu'à Ushuaia. Et t'as parlé du Machu Picchu tout à l'heure, moi du coup je suis super curieuse. Comment ça s'est passé l'ascension? Alors l'ascension, en fait j'avoue c'est très... nous on se représentait ça comme une vraie aventure en faisant le trek, etc. Il se trouve que le trek c'est quand même un tout petit peu compliqué pour le coup quand t'es en fauteuil. En fait c'est faisable. Le problème qu'on a rencontré nous, notamment au Pérou, c'est que c'est très commercialisé tout ça. En fait tout ce qui est tourisme handi est très très commercialisé, et donc c'est plutôt vendu quelque part à des riches américains plutôt âgés, et du coup ça coûte très très cher. Donc du coup le trek on n'a pas pu le faire malheureusement, donc on a quand même fait l'ascension du Machu Picchu entre guillemets, mais on est parti en fait de l'entrée du site, donc on n'est pas arrivé sur le site à pied malheureusement, on est parti de l'entrée du site, et en fait il y a une entreprise qui nous a accompagnés, donc Pierre était en Joëlette, c'est une espèce de chaise à porteur sur une roue, il y a un porteur devant, un porteur derrière, et en fait ils font rouler la roue, ce qui permet de prendre des escaliers, parce qu'il y en a quand même énormément au Machu Picchu, des passages un petit peu plus étroits que si Pierre était resté en fauteuil, etc.
Et là où c'est assez challenging, c'est qu'en fait, tu n'as pas le droit d'accéder au Machu Picchu en fauteuil. En tout cas, tu peux rentrer que sur quelques dizaines de mètres, accéder à une plateforme qui te donne une demi-vue sur le site. Mais après, pour le reste, t'es obligé d'avoir une joëlette et d'être accompagné par des personnes qui t'emmènent dans cette aventure. Donc c'est un petit peu contraint. Et c'est un truc nous on a adoré pour le symbole parce que c'était dans les 2 premières semaines de notre tour du monde, donc on a trouvé ça complètement ouf de te dire en fait on est au Machu Picchu, genre le truc où tu te dis quand tu passes en fauteuil ça clairement je le ferai plus. Donc ça c'était complètement dingue. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté tu vois, on préfère faire les choses par nous-mêmes et ce côté un petit peu commercial, on va dire, du fait d'être obligé d'être accompagné par une entreprise nous a un petit peu gêné sur le moment, voilà. Mais bon, on a fait avec et on a quand même plus ressenti le kiff d'être là-bas que la problématique d'être contraint à quoi que ce soit. Mais vous, du coup, après, quand vous faites des articles, etc., par exemple, là sur le Machu Picchu, vous avez expliqué que c'était assez cher et qu'il n'y avait pas trop de possibilités de... On a remis exactement la façon dont Myriam l'a dit dans le blog, l'histoire de vraiment permettre à tout le monde de se projeter, de savoir ce qui les attend. Et c'est ça, parce qu'en fait vraiment l'idée, voilà, c'est ça. Et en fait l'idée est de vraiment permettre à tous de le faire indépendamment d'une agence et autres. Et sauf quand il y en a besoin, on le précise. Mais sinon l'idée c'est toi-même tu peux faire ton propre voyage en contactant les hôtels qu'on a fait et les activités. Ouais. Sachant qu'en fait, on est de grands optimistes, donc sur notre blog, on n'ira jamais jeter la pierre à quelqu'un en disant ah ben là c'était pas accessible, c'est nul, vous avez pas fait d'efforts et tout. En revanche, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être rendues accessibles, même quand elles le sont pas vraiment. Mais ce qui est important, c'est d'être hyper transparent justement sur le blog. Parce que en fait l'accessibilité c'est pas binaire quoi, c'est pas oui ou non. En fait il y a tout un process qui permet à des gens en fonction de leurs contraintes d'accéder ou pas quelque part. Et pour nous c'est ça qui est important, c'est de donner de l'info objective sur laquelle quelqu'un qui n'a pas les mêmes contraintes que Pierre, peut-être que quelqu'un n'a pas, je sais pas ses bras, peut-être qu'il est tétraplégique ou qu'il a un autre handicap. L'important c'est vraiment que cette personne-là elle puisse comprendre tout le process que nous on a suivi pour dire ok ça je peux faire, ça je peux pas, ça je peux faire, ça je peux pas. Et du coup si on dit juste oui c'est access ou ça l'est pas, ou si on ment en disant c'est super Machu Picchu vous pouvez y aller par vous-même alors qu'en fait c'est pas possible, on remplit pas du tout la mission qu'on s'est fixée avec Willworld quoi. Ouais c'est ça, vous mettez en avant un peu les options qu'il peut y avoir sur place quoi, pour pouvoir faire les activités. Exactement. Ouais. Donc après l'Amérique du Sud, vous avez fait quoi déjà ? L'Océanie. Donc là, l'Océanie. On a baroudé pendant 1 mois et demi en Australie. Donc là, on a fait toute la côte est, de Sydney jusqu'à Cairns. On a fait jusqu'à la forêt tropicale. On a fait le centre et Uluru et les aborigènes. Et ensuite, on est descendu dans la partie sud où là, on est allé voir justement un peu les zones un petit peu ravagées par les feux, parce qu'en 2020, c'était les grands feux qui étaient là. Ah oui, c'est vrai. Et donc on a découvert Kangaroo Island à moitié brûlé. C'était un peu difficile aussi comme voyage, parce qu'en fait déjà tous les parcs nationaux étaient fermés pour justement éviter les problèmes avec les touristes et pour les animaux aussi, pour les protéger au maximum. Mais ouais, bon, on a quand même profité quand même énormément de tout ça, et on a fait ça avant d'aller en Nouvelle-Zélande justement. Et du coup, comment vous êtes déplacé en Australie là pendant 1 mois et demi ? Pour le coup, en Australie, on était en voiture. Notre rêve, j'avoue, comme tout le monde, c'était de louer un van sur place, mais on n'a pas réussi à trouver de van adapté. Ça existe dans plein d'endroits dans le monde, mais en l'occurrence en Australie, on n'avait pas réussi à trouver ce qu'il nous fallait, donc voilà. Du coup, on est parti effectivement plutôt sur des hébergements classiques avec des trajets en voiture. Mais ça reste une expérience assez marquante parce que effectivement, alors on se réveille pas dans son van en pleine nature, mais traverser l'Australie en voiture, c'est passer des heures avec des routes toutes droites, avec pas un virage et pas une sortie à prendre. C'est hyper dépaysant en fait. C'est vraiment des paysages qu'on connaît pas du tout ici. Et c'est un voyage qui nous a quand même vachement marqué. Et effectivement, c'est vrai qu'on s'est senti aussi quand même, vu la période à laquelle on est allé, on s'est senti très proche en fait des Australiens parce que c'était une période qui était vraiment dure pour eux. Et c'était vraiment un voyage qui était assez particulier quoi. On était un peu dans un pays ravagé avec des grosses difficultés et c'était ouais je sais pas, ça nous a un peu touché quoi. Ouais je comprends. Et du coup la Nouvelle-Zélande après ? La Nouvelle-Zélande c'était ouf. C'est ça alors. C'était dingo. En fait c'était dingo. On finit à l'apogée. En fait nous on est partis en tandem. C'est un tandem qui est assez spécial. Donc Pierre est à l'avant avec un main d'allier, donc il pédale avec les mains.
Et oui. moi, je suis à l'arrière et j'ai la direction, les freins et un pédalier du coup. Donc on est tous les deux sur l'effort. Mais déjà, il faut une grande confiance de la part de Pierre parce que c'est moi qui dirige en fait. Donc voilà. Ah oui, Déjà, il y a un d'accord. C'est elle certain qui fait lâcher tout. prise. Il y a un certain lâcher prise à Ah avoir. ouais, c'est chaud ça. Et sachant qu'en gros, le tandem, on l'avait essayé 2 fois avant de partir. C'est un tandem qu'on a acheté avec l'association, qu'on a aujourd'hui mis à dispo d'ailleurs d'une autre association qui a un challenge à peu près équivalent mais en France. Et en fait, du coup, on a fait venir ce tandem en Nouvelle-Zélande. Euh, Il fait 50 kilos. il fait 50 kilos, effectivement, donc ça a été un sacré challenge. Il est grand, il fait 2,40 m de long. Ouais, c'est une vraie voiture. Voilà. Quoi. Oh la vache. Et du coup, on s'est lancé sur les routes, donc on a commencé par des petits entraînements sur l'île du Nord. Au départ, on voulait faire une itinérance complète, île du Nord, île du Sud. Finalement, on a eu besoin du coup de faire des entraînements un petit peu plus, on va Poussé. dire, souples sur l'île du Nord. Et donc on s'est entraîné pendant une dizaine de jours. On a fait aussi une partie de l'ascension du Tongariro. Enfin voilà, on en a profité pour découvrir un petit peu les paysages de Nouvelle-Zélande aussi. Et ensuite, en arrivant sur l'île du Sud, là pour le coup, on était en full itinérance à vélo. Et donc on est parti de Picton, donc là où on arrive en bateau depuis Wellington, et on devait atteindre Bluff justement, mais on est descendu, je sais plus comment ça s'appelle Juste le nom de ce après, bled. ça s'appelait Toita Perret. C'était Voilà. juste après les fjords de Milford Sound et donc c'est là qu'on a posé pied à terre. Mais en fait là, ce qui était quand même assez génial sur sur toute cette traversée, c'est que les pays commençaient petit à petit à fermer la frontière. Et la Nouvelle-Zélande vit pas mal avec le tourisme chinois. Et en fait, le pays a fermé ses frontières assez tôt aux Chinois, donc déjà mi-février, enfin quand ça a commencé à sortir tout ça. Et donc en fait, les routes étaient de plus en plus vides, plus on descendait dans le sud. Et là, on a eu de la chance, c'est quand on était donc vers Tekapo, donc qui est en plein cœur de l'île du Sud. C'était une étape avant les fjords de Milford Sound. Et en fait, là-bas, les bateaux, c'est des bateaux de 300 places et des choses comme ça. Et donc là, on était 25 sur le bateau. Donc on était vraiment seuls. Et vraiment, c'était génial de pouvoir découvrir tout ce coin-là désertique, vraiment sans personne pour le coup. Et donc ça a vraiment été un petit bonheur en plus. Ouais. Enfin pour nous du coup, après c'était des circonstances assez particulières parce qu'on savait que en gros c'était cool pour personne ce qui était en train de se passer, mais en même temps effectivement nous on avait un peu les bons côtés quelque part en étant sur place, et du coup c'est vrai que c'était un... Non, c'était assez cool. Et du coup, c'est quand même bien parce que, pour le coup, notre tandem, en fait, il y a beaucoup de routes VTT. En fait, c'est une vraie destination vélo, la Nouvelle-Zélande. C'est un truc de fou. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de cyclistes. Mais il y a beaucoup de routes VTT. Et en fait, nous, avec le tandem, vu qu'il est lourd et grand, on pouvait pas le prendre parce qu'on avait un équilibre un peu précaire. Mais pas VTT surtout. Voilà, donc on pouvait pas du tout prendre les chemins VTT qui étaient pour le coup des trucs, enfin tu vois, tu te prends plus 1500, moins 2000 dans la même journée en dénivelé. C'est pas du tout des routes qui étaient faites pour nous, et donc on prenait des routes qui sont plutôt un équivalent des routes nationales ici, quoi. Et donc c'est vrai que là pour le coup on était content que la fréquentation soit plus basse sur les routes, parce que comme normalement c'est une route qui est pas empruntée par les cyclistes, les voitures font pas hyper gaffe, enfin les voitures et les camions d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de camions. Ils font pas super gaffe, et donc on était un petit peu plus rassurés de savoir que le trafic était limité sur cette période-là, pour nous permettre de vivre sereinement nos kilomètres sur la route. Tu m'étonnes. Mais c'était trop cool, et puis c'est surtout, comme c'est une destination cyclable par excellence, on a rencontré plein de cyclistes et c'était vraiment un chouette moment. Enfin franchement c'est une autre vie en fait, le cyclotourisme c'est une autre vie, et c'est un truc qu'on a vraiment découvert pendant ce voyage-là, qui nous a fait accrocher de dingue avec le slow travel, et on a juste qu'une envie, c'est de recommencer l'expérience, quoi. Tu me disais, donc Wheelworld, c'était un média au départ. Est-ce que c'est devenu une association par la suite, ou est-ce que dès le départ c'était aussi une association? Alors la forme juridique, c'était une association en 2018. Le média finalement c'est ce qu'on en fait quelque part, la forme juridique qui est pas tellement impactante là-dessus. Et en fait aujourd'hui Wheelworld c'est deux choses, c'est une association toujours, ça n'a pas changé, qui est plutôt orientée sur nos gros projets de sensibilisation au sens large, de changer le regard, de faire en sorte que les valides comme les handis aient d'autres perspectives sur le handicap. Et on a en parallèle créé notre boîte du coup au mois de mars dernier, où là pour le coup on travaille plutôt sur la partie vraiment pure blog voyage. On travaille avec des clients du coup pour valoriser des initiatives inclusives, pour valoriser des destinations inclusives, on fait des conférences, voilà, donc là-dessus il y a pas mal de choses aussi qui se passent, et c'est ça qui nous permet de vivre des aventures au quotidien, et après d'avoir des gros projets ponctuels comme l'ascension du Kilimandjaro qu'on prévoit au mois de juillet là. Waouh. Rien que ça. Wow. Je pose ça là. Je pose ça là.
exactement ça. Et du coup, avant qu'on clôture un peu la partie tour du monde, qu'est-ce qui est le plus challengeant pour vous au final, le plus compliqué à gérer? Le plus compliqué, enfin le plus challengeant, c'est déjà en fait on a moins de, quand on est en tour du monde comme ça, je pense que tout le monde a envie d'avoir un peu de liberté, de se dire bah tiens je vais rester 3 jours de plus ici ou un petit peu moins, etc. Et en fait le fait qu'on ait réservé tous nos hébergements à l'avance, on est un peu contraint par ça, même si ça ne nous dérangeait absolument pas de devoir bouger, mais c'est vrai que certaines fois on se disait tiens une petite journée de plus ça aurait été chouette ou quelque chose comme ça. Et ensuite, le côté challenging, bah, c'est nous qui nous le mettons, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un spot qui est un peu dingo, comme à Torres del Paine, au fin fond du Chili, et en fait, là, c'était un parc, par exemple, rempli de randonnées pour valides, et il y avait une plage sur laquelle nous, on pouvait aller, parce que les chemins de rando étaient trop étroits pour le fauteuil, et sur cette plage, elle était remplie de gravier, et on s'est dit, bah, en fait, on va pas se laisser démonter, on va aller dessus. Donc, une plage de Ah 2 oui. kilomètres, on a mis 2 heures pour la faire. Mais voilà, et en fait, c'est nous qui nous mettons ces challenges pour bah, justement nous montrer que c'est possible, trouver des moyens, permettre à d'autres de se dire, bah tiens, j'ai à peu près le même équipement, je vais pouvoir le faire aussi. Donc on se fabrique nous-mêmes nos challenges, on va dire. Ouais, puis c'est toujours marrant parce que tu dois un petit peu convaincre, parfois tu dois convaincre les gens que genre c'est ok de te laisser essayer. Je sais pas, je prends par exemple au Perito Moreno, donc le glacier en Argentine. On voulait absolument nous faire du kayak au pied du glacier, ce qu'on a fait du coup, mais j'avoue que pour convaincre les mecs qui proposent des excursions en kayak de nous laisser partir alors qu'en fait l'eau elle est à 2 degrés et que bah, si Pierre tombe on a quand même assez peu de moyens de le ramener dans le kayak Oh sans la me faire vache. moi chavirer. Ben enfin tu vois c'est toujours en gros tu dois expliquer au mec que c'est bon tu prends tes responsabilités, qu'il faut essayer et que ça vaut la peine quoi. Et donc bon bah finalement les gars nous ont laissé faire mais c'est toujours un énorme kiff quand tu y arrives. Alors t'en as parfois qui te disent non. Après en général nous on est tellement convaincus de notre truc que les mecs disent pas non très longtemps. Mais c'est toujours un énorme kiff du coup, a fortiori quand on t'a dit non c'est pas possible, d'arriver à faire quelque chose d'aussi incroyable. J'avoue quoi, le kayak au pied du glacier c'était quand même un moment magique par Ça va être excellence fou, quoi. ouais. C'était complètement dingo. Et donc vous avez presque peur de rien, quoi. Ouais, non, clairement, c'est pas de limite. Ouais, on essaie de pas se mettre des limites avant. En fait, on s'est rendu compte qu'on se mettait beaucoup de limites au début, justement, en se disant ah bah ça c'est pas possible, on pourra pas y arriver, machin et tout. Et finalement, bah on faisait plus qu'on aimait, donc aller se perdre dans les grands espaces parce que on se disait que c'était pas possible. Et finalement, on se rend compte que bah, peut-être qu'on va pas très loin, mais si on n'essaye pas, on le fera pas. Alors que si on essaye, bah, on en profitera peut-être qu'un peu, mais au moins on en profitera un peu et c'est déjà ça de prix quoi. Donc du coup maintenant on se met plus de limites a priori, on regarde, on essaye de pas se mettre en danger quand même parce que la sécurité c'est important. Mais du coup tant que ça passe, on y va et puis voilà, on prend nos précautions pour que ça se passe bien, mais on essaye tout. Et du coup, alors vous rentrez euh, un peu bah, avec le Covid, tout ça, quoi. C'est pas la joie, on va dire. Vous avez pas pu terminer ce que vous vouliez faire. Ouais. Comment ça se passe après ces prochains mois? Vous reprenez le travail du coup parce que vous étiez en... En fait, ça a été un peu particulier parce que nous, on s'est dit, bah, tiens, il nous reste 1 mois et demi enfin 6 mois, il nous reste 6 mois de, Ah de ouais, je me congés rendais sans pas compte, solde. ça faisait 6 mois. Ouais, non, Ah il nous ouais, restait 6 mois, et en fait, parce qu'on est rentré en avril, on devait reprendre 1er décembre. Donc 7 mois même. effectivement. Et en fait, on se dit, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à occuper ce temps qui nous a été alloué? Parce qu'on voulait pas du tout retourner bosser, clairement. En plus, nos 2 activités étaient quand même 100% à l'arrêt à cause des confinements, etc. Donc on s'est dit, on va essayer de continuer à montrer que le voyage est possible. Donc on a d'abord commencé, enfin Myriam a d'abord commencé par faire un docu complet de notre traversée de Nouvelle-Zélande qui est sur notre chaîne YouTube. Ah génial. Et en fait après ça, on s'est dit, ben voilà, en fait on a réussi à faire du kayak à l'autre bout du monde, on a fait du cheval, on a fait plein d'autres trucs, du surf dans les dunes de sable au Pérou, et en fait, en France, il y a certainement d'autres activités qui sont dispo et pas forcément accessibles, mais qui peuvent être rendues accessibles avec un petit système D. Et il y a peut-être des gars qui ont envie de faire ça. Du coup, on s'est, en fait, en août 2020, on était en Corse, et en fait, on a fait le premier épisode d'une série YouTube qu'on a créée qui s'appelle Les Éclaireurs. Et donc là, en fait, ce premier épisode, c'était dans la baie d'Ajaccio. On est allé voir une asso qui a un voilier qui est accessible où tu peux faire de la voile complètement à la main sans devoir te lever de ton siège, on va dire. Et donc en fait tu peux traverser, tirer les bords, naviguer vraiment tout seul
comme un chef, même en étant en fauteuil. Et après ça, du coup, ça a très bien démarré, parce qu'après, on est allé faire du wave ski, donc c'est un mélange de kayak surf dans les Landes, on est allé faire du char à voile au Touquet, on a fait de la swing car, une sorte de voiture électrique dans le Pays Basque, et voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est pas forcément des sports qui sont accessibles, mais les gars ont tout fait pour le rendre accessible. Et c'est des passionnés, c'est des mecs qui donnent du temps, qui sont prêts à tout pour t'aider et à répondre en fonction de ton handicap et de comment est-ce qu'ils peuvent te permettre de vivre la même expérience que tout le monde en fait. Et donc ça a vraiment été très chouette. Et c'est un peu ça qui a lancé notre envie de ne pas du tout reprendre le boulot. C'est surtout notre envie de développer ce qu'on avait Oui, commencé à créer, quoi. C'était surtout ça le point. C'est ça, et puis peut-être que vous avez commencé à avoir pas mal de retours aussi, parce que même pendant le tour du monde, même après. Exactement. En fait, pendant le tour du monde, on avait déjà pas mal de retours, avec des gens qui disaient que c'était bien, que ça donnait de l'espoir, que ça ouvrait des perspectives, etc. Donc ça, c'est toujours cool et très agréable. Mais en fait, on s'est rendu compte quand on a commencé justement à lancer la série Les Éclaireurs et à voyager en France, que pour le coup, il y avait une certaine proximité. Donc en fait, on se dit pas tous les 4 matins, tiens, je vais aller faire du saut en parachute en Australie. En revanche, on peut se dire, bah ce week-end, j'ai envie d'aller vivre une aventure chouette en France. Et ça, c'est faisable. Et donc du coup, on a commencé à avoir des gens qui nous demandaient de plus en plus de conseils pratiques, de trucs en disant bah j'aimerais y aller pour mes vacances, j'aimerais y aller pour mes week-ends, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre, est-ce que vous connaissez des activités à tel ou tel endroit, etc. Et c'est là qu'on s'est dit ben finalement tout ce qu'on a créé depuis bientôt 1 an, ce serait dommage en fait de l'abandonner et de retourner à nos jobs respectifs, alors qu'en fait il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin sur ce sujet-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir justement à comment créer notre business model, comment faire en sorte que ça puisse devenir un métier. Et on s'est associé du coup en mars avec Nico, qui est un ami et qui est photographe. Et donc du coup, on s'est dit, bah voilà, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui sur les réseaux, finalement, c'est une histoire à deux. Souvent un peu dans le feu de l'action, quand moi jette pierre, etc. Je peux pas en même temps tenir la caméra à l'appareil photo et des pierres dans des trucs un peu challenging. Et donc du coup, ce qu'on veut raconter, c'est des trucs challenging, donc il nous faut forcément une tierce personne pour rapporter cette histoire-là. Et donc bah voilà, Nico qui était venu avec nous en Nouvelle-Zélande et qui nous a ensuite accompagnés en Martinique en début d'année dernière, nous a dit bah en fait moi ça m'intéresse, j'ai envie de changer de vie aussi. Il faisait du conseil en finance. Et il a dit bah j'ai aussi envie de changer de vie, est-ce qu'on pourrait pas s'associer tous les trois, et c'est ce qu'on a fait. Encore une fois, tout tombe bien Ouais, en même temps, au bon moment. Oui, ça fait 6 ans. C'est fou ça. Ouais, je sais pas, on a dû faire un truc bien dans une vie antérieure, je pense, parce que globalement on a souvent des alignements de planètes. Donc c'est pas mal. Ah mais ça c'est cool. Mais alors par contre, vous mettez en avant toutes ces activités, etc. Mais j'imagine que, enfin peut-être que d'ailleurs je me trompe, mais au niveau budget, est-ce que ça n'est pas justement une barrière ou un frein pour certaines personnes de pouvoir avoir des activités adaptées justement à nos besoins spécifiques? Mais justement, là où c'est très chouette, en France en tout cas, en fait, toutes ces activités c'est généralement soit des associations, soit des petites boîtes qui les proposent. Et en fait, soit c'est des gros tarifs réduits pour les personnes en situation de handicap, soit c'est carrément gratuit en fait. Et en fait, ils veulent juste que tu découvres et que tu kiffes. Et c'est ça qui fait que les mecs, c'est ce que je disais, c'est des passionnés. Et en fait, ils ont qu'une envie, c'est de partager leur sport et te faire vibrer en fait. Et donc c'est ça qui fait que c'est souvent, ouais, c'est ça, gratuit, et ensuite normalement une session ça peut durer 2 heures par exemple de wave ski, et Julien lui il est prêt à t'emmener pendant 3 heures en te disant non mais attends, là les legs c'était un peu nul, attends on va aller en faire une mieux, là elle arrive dans pas longtemps, et donc finalement tu restes 3 heures dans l'eau, et en fait c'est vraiment du 100% bonheur quoi. Ouais. Sachant qu'en fait, voyager en France, il y a aussi, par exemple sur la SNCF, etc., il y a pas mal de tarifs réduits finalement. Alors, ça correspond en partie au fait que tout n'est pas accessible, donc du coup, j'imagine qu'il se rattrape un peu, mais il y a aussi des côtés pour voyager moins cher. Et après, effectivement, nous, on essaie quand même d'avoir une palette d'activités. Alors, il y a des trucs, on sait que c'est très cher, il y a des trucs, on sait que pour le coup, c'est accessible vraiment à tout le monde. Mais du coup, en fait, c'est comme n'importe quel, j'ai envie de dire, n'importe quel blogueur voyage, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont coûter cher, d'autres moins. Après, chacun est libre aussi de regarder les expériences qui vont correspondre à son budget. Je pense que c'est un peu la problématique du voyage, de toute façon, de manière générale. De toute façon, de base, oui. Soit on voyage en van ou en auberge de jeunesse et ça coûte pas cher, et on mange des trucs qu'on fait soi-même, soit on se dit qu'on va au resto et dans des hôtels 5 étoiles et ça coûte très cher. Donc nous, comme on a quand même ce côté accessibilité, on essaye justement de dresser un panel un peu large pour s'adresser à plein de gens. Donc on fait parfois des très beaux hôtels et parfois de l'auberge de jeunesse ou du van. Mais du coup, c'est un peu cette idée-là qu'on veut donner en disant c'est pas
parce qu'on paye cher qu'on va avoir quelque chose d'accessible. En revanche, quand on cherche bien, on peut trouver des expériences qui valent vraiment la peine d'être vécues et qui sont rendues accessibles par des gens qui ont juste envie de le faire en fait. Oui, ça peut être aussi des fausses croyances finalement de croire que voyager quand on a des besoins spécifiques, ça peut être hors de prix quoi. Ouais, je pense que je pense que ça a longtemps été le cas. Je crois que Ouais, grosso d'accord. modo, voilà, il y avait que les hôtels de luxe par exemple qui étaient vraiment très très accessibles, ou des gens qui avaient des convictions personnelles liées à une situation qui les touchait par exemple. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas, et je pense qu'effectivement, il faut changer ce prisme-là, parce que c'est plus le cas. On peut voyager dans des hôtels qui sont ou dans des hébergements. En fait, je parle d'hôtels parce que c'est vrai qu'on a nous des habitudes sur certains trucs plutôt d'hôtels, mais en fait des hébergements de manière générale qui sont très accessibles. Enfin voilà, on est en partenariat avec une marque qui s'appelle Joe Joe, qui est une marque d'auberge de jeunesse et où c'est hyper access. Ils font plein de trucs, c'est top. Voilà, ça permet de vivre des expériences comme tous les jeunes. En fait, tu vas en dortoir, en auberge de jeunesse, t'as un dortoir qui est access ou une chambre qui est access, et tu peux vivre ton truc sans que ton fauteuil devienne un problème pour vivre des expériences de ton âge, quoi, par exemple. Du coup, maintenant, vous vous concentrez sur la France et l'Europe de ce que j'ai compris avec les éclaireurs? Pour les éclaireurs, oui. Oui, pour les éclaireurs, oui, on continue de faire ça en France. Après, on continue de mettre en avant toutes les activités qu'on fait, quel que soit le pays dans lequel on va, évidemment. Et non, là, on essaye on n'est pas du tout contre repartir à l'étranger. Donc, ce qu'on disait, cet été, on reprend notre défi qui était prévu pour la partie africaine du Tour du Monde, donc qui est l'ascension du Kilimandjaro. Et donc là, cette fois-ci, on va se préparer physiquement, et ce qu'on n'avait pas moins le temps de faire pendant le Tour du Monde, même si la Nouvelle-Zélande allait nous aider à le faire. Mais voilà, donc là, on entame une grosse préparation physique à partir de demain. Ah oui, dis donc. Ok. Voilà. Et non, et en fait, c'est les voyages. Non, pour l'instant, c'est la France qui nous occupe, parce que justement, en fait, il y a tellement de choses à faire en France et on ne le sait pas forcément. Donc, on essaye de montrer ça, et même nous, on découvre plein de trucs. Et après, on va essayer de voyager un petit peu en Europe. Là, on a peut-être la Grèce qui se profile, on a de l'Espagne, voilà. Donc, on a quelques destinations qui nous appellent et qui nous donnent envie, et qu'on a envie de partager à d'autres. Finalement, vous reprenez un peu le tour du monde, toutes les choses que vous aviez pas faites, ou c'est vraiment... Non, pas du tout. En fait, non, l'idée, c'est pas de reprendre le tour du monde. En fait, pour nous, le tour du monde, c'était circonscrit dans le temps, si tu veux. C'était un projet et en fait, je trouve qu'il a plus vraiment de sens. Enfin, c'est difficile de remettre du sens dans un projet que t'avais conçu avant le Covid, et de le reprendre comme si c'était rien passé. Je trouve ça hyper, tu vois, enfin, je trouve ça assez perturbant comme idée. Et puis donc aujourd'hui, on a notre boîte. Je pense qu'on va créer d'autres projets avec d'autres clients qui seront pas forcément ceux qu'on avait prévus à la base. Donc le Kilimandjaro, c'était vraiment important pour nous parce que c'était un défi personnel et on avait très envie du coup d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. C'est ça encore, le plaisir du challenge. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, des montagnes dont tu peux faire l'ascension, parce que l'objectif c'est que Pierre fasse l'ascension dans son propre fauteuil, avec un fauteuil un peu adapté certes, mais que ce soit pas quelqu'un qui le porte comme au Machu Picchu justement, qui fasse lui-même l'effort, qui contribue en tout cas à l'effort de l'ascension. Et on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de montagnes qui permettent de faire ça. Donc le Kilimandjaro, on l'avait choisi aussi pour cette raison-là, c'est que il y a des chemins qui sont assez larges, c'est du challenge, mais c'est faisable. Et ça, sur le Mont Blanc par exemple, c'est pas la même chose, quoi. Donc on peut pas faire Et pareil. ça, vous pouvez le faire tous les deux. Alors clairement, on sera plus nombreux que ça. De toute façon, l'ascension du Kilimandjaro, elle est nécessairement encadrée. Tu n'as pas le droit de te lancer seul dans Oui, c'est l'ascension. vrai. Donc du coup, on aura une équipe avec nous. Il y a des gens qui sont là pour t'aider à porter un certain nombre de matos, notamment. Et du coup, Pierre aura 2 personnes en plus pour l'aider parce qu'il y a quand même des passages qui sont plutôt des pierriers ou des trucs comme ça. Donc là, il aura beau pousser sur ses bras, à un moment, il va faire du surplace, quoi. Donc, du coup, il faudra quelqu'un pour l'aider au moins à soulever, etc. Dans ces passages-là qui sont les plus difficiles. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à en faire un effort collectif et que Pierre contribue à la même hauteur que les gens qui l'aident, y compris moi ou quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, donc du coup ce challenge-là, on avait vraiment envie. Et après pour le reste, on n'a pas vraiment prévu. En plus, tu sais, il y a des trucs qui ont vachement changé, mine de rien. On devait partir en Birmanie. Bon il y a eu un coup d'État au moment du Covid aussi. Donc du coup, tu sais, il y a des trucs en fait qui changent et tu peux pas faire comme si c'était rien passé, quoi. Tu peux pas te dire, vas-y, je vais reprendre exactement en l'état. Genre, je reprends mon petit itinéraire et je recommence comme si de rien n'était.
Enfin, moi, personnellement, ça me paraît compliqué. Donc, du coup, on a switché. Le budget, quelque part, qu'on avait levé pour le Tour du Monde, on l'a aussi utilisé, justement, en poursuivant notre mission sur la France. Donc, avec l'association, on a continué avec les éclaireurs, etc. Et donc, le budget de ce Tour du Monde, il n'existe plus vraiment. Donc, on n'a pas prévu de repartir de la même manière. Ok, je comprends. Et pour l'association, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu les actions que vous faites concrètement avec Willow World. Du coup, c'est vraiment des actions de sensibilisation. Donc, en fait, en gros, nous, de toute façon, que ce soit l'asso ou la boîte, le contenu qu'on produit sur nos réseaux et sur le site, donc sachant que c'est le même blog et les mêmes réseaux pour l'asso et pour la boîte, c'est gratuit. Donc, déjà, c'est un premier, un premier élément de base. Et donc, du coup, avec l'association, on va travailler plutôt sur des actions de sensibilisation, soit des gros coups de poing comme le Kilimandjaro, comme la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, en disant voilà, on essaye de médiatiser une image différente du handicap et de montrer que finalement il y a des défis qui sont accessibles avec de la préparation, avec un certain nombre de choses. Et évidemment, on n'a pas du tout la prétention d'expliquer à tout le monde ce qu'ils peuvent faire ou pas, chacun a ses contraintes et chacun peut faire ce qu'il a envie et ce qu'il est capable de faire par rapport à son environnement, on va dire. Donc ça, c'est vraiment une partie de ce qu'on fait, c'est des gros projets où on va avoir besoin de partenaires, etc. Et ensuite, on continue du coup avec l'asso à financer le fonctionnement des éclaireurs. C'est-à-dire que les éclaireurs, on le fait pas payer en fait quand on fait des vidéos sur quelqu'un qui a un voilier accessible ou quelqu'un qui permet de faire du wave ski ou du char à voile, etc. On ne fait pas payer ces personnes-là parce que c'est des gens qui ont des initiatives mais qui n'ont pas forcément des budgets comme associés à ces initiatives. Sauf que pour nous, c'est important de le faire connaître. Et donc ça, pour le coup, avec l'asso, on finance cette série-là. Donc on finance les déplacements, on finance le temps qu'on y passe et le contenu qu'on produit dessus. Et c'est ça qui reste important pour nous, c'est de faire en sorte que des gens n'aient pas à déployer des efforts supplémentaires pour valoriser des initiatives qui sont top et qu'ils ont mis en place parce qu'ils avaient envie de le faire, quoi. Voilà, concrètement ce qu'on fait. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, complètement. Si. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ce que ça vous apporte les voyages, sur le point de vue personnel notamment, peut-être sur votre couple aussi, parce que c'est aussi, comme vous disiez, très challengeant. Donc, clairement, je pense qu'on n'aurait jamais fait autant de rencontres en si peu de temps. Parce que clairement, dès le moment où on a commencé à préparer notre tour du monde, on a notre réseau qui s'est mis en effervescence et on a rencontré des dizaines de personnes qui nous ont permis de retravailler déjà les missions qu'on s'était fixées avec l'association. Ce qu'on voulait faire pendant le voyage, il y a des choses qui allaient prendre trop de temps, donc on allait se perdre un petit peu, donc on a recentré. Et en fait, au moment où on est parti, le premier jour où on est arrivé sur place, à Lima, au Pérou, là déjà on a fait des rencontres, les premières activités ont commencé à prendre place. Et en fait, c'est pour ça un peu qu'on a envie de vivre, de voyager. C'est vraiment pour ce type d'interaction qu'on a et que je pense, je sais pas si autant de personnes si d'autres personnes ont autant de si belles rencontres et qui ont un tel impact dans leur vie en fait, et parce que nous on a à chaque fois c'est des personnes qui nous donnent des conseils, tiens tu devrais plutôt te déplacer comme ça, ou essaye de pousser pour Myriam de cette manière, peut-être que ça va t'aider, peut-être que tu vas réussir à mieux avancer, peut-être que vous allez mieux avancer tous les deux. Donc il y a ça qui est vraiment hyper important pour nous. Et ensuite donc à part les découvertes évidemment de paysages et autres, et l'autre point fort du tour du monde et de tous ces voyages qu'on fait à deux, c'est une découverte de nous deux entre guillemets, et en fait c'est le tandem, je pense, a été le summum, et où on s'est vraiment entre divorce et complicité, on savait pas très bien. C'est ça. Et du coup, on est parti sur la complicité plutôt. Et non, clairement, oui, on s'est découvert pas forcément une âme de sportif, mais on s'est découvert une façon de voir l'objectif sportif, de comment est-ce que chacun travaille. Moi, je suis plus dans l'anticipation et la tête dedans quand il faut, et Myriam, elle est plus sur la tête dedans, et une fois l'effort passé, je regarde où je suis et je vois comment ça se passe. Et en fait, ça a été un apprentissage de tous les instants, et on continue encore à se connaître là-dessus, même si quand il y a une marche ou quand il y a un escalier, on se parle même pas trop. Quand il faut faire des efforts, on sait ce qu'il faut faire et pour arriver en haut, quoi. Ouais, puis après, je trouve que, en fait,
Enfin, nous, on voulait partir en voyage, c'est sûr, parce que c'est notre passion, mais on serait pas parti si on n'avait pas mis un sens dans ce voyage-là. On avait besoin qu'il ait un sens, et qu'il ait un sens pour d'autres, pas que pour nous. Donc nous, effectivement, on a cet apprentissage, on a ces rencontres, c'est extraordinaire, mais c'est un bonheur aussi pour nous de pouvoir partager tout ça. On se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de répondants sur nos réseaux. On a plein de messages de gens qui nous disent que ça les a aidés à se lancer, que du coup ils ont pu partir, parfois avec leurs enfants qui sont en fauteuil. Et en fait, déjà si on avait eu ne serait-ce qu'un message comme ça, je pense que ça aurait suffi à nous dire qu'on avait bien fait de faire ce qu'on a fait. Et en fait, on en a pas mal. Et donc du coup, c'est un vrai bonheur pour nous de se dire que c'est pas une aventure que pour nous. En fait, c'est une aventure qu'on partage et on la partage avec des gens à qui ça sert. Et ça fait du bien. Là, je comprends complètement. Et on va arriver bientôt là, à la fin de notre échange. Ouais. Mais je me dis qu'aussi 2021, ça a été une année chargée pour vous, puisque vous avez même écrit un livre tous les deux. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu cette aventure littéraire? Ouais, complètement. En fait, c'est marrant parce que quand on est rentré donc de Nouvelle-Zélande, on a eu cette envie de partager un petit peu l'histoire de notre voyage et ce qu'il nous avait appris. Et finalement, donc on a fait effectivement le doc sur la Nouvelle-Zélande et on s'est dit ça serait sympa d'écrire un livre. Et puis en fait, avec les éclaireurs, avec plein de choses, on a un peu laissé de côté ce projet-là. Et on a été recontacté en fin 2020. C'est la fin 2020. Par quelqu'un qui nous a dit en fait j'ai découvert votre histoire et j'aimerais qu'on travaille ensemble sur un projet de livre. Et donc c'était Delphine, notre co-auteur, et du coup elle nous a présenté à un éditeur et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Et c'était assez marrant parce que du coup je pense que Pierre comme moi on était un peu passé à autre chose de ce qui nous était arrivé de négatif quelque part à un instant T. Il y a eu tout ce qu'il y a eu de beau après, mais il y a eu quand même l'instant T qui était pas facile. Et finalement, en fait, on s'est replongé aussi dans tout ce parcours-là pour écrire le livre. Et c'est vrai que se dire, ce qui s'est passé, c'était il y a 6 ans, et voilà où on en est aujourd'hui, et d'avoir autant d'anecdotes à raconter dans l'intervalle, c'était assez incroyable comme expérience. Moi, je pense que ça a terminé de m'aider à tourner la page de tout ça, parce que du coup, se replonger dedans, c'est aussi un peu faire une thérapie quelque part. Et voilà, c'était une super belle aventure. En plus, on est tombé sur des gens adorables pour le coup, pour nous aider et pour nous accompagner dans cette aventure-là. Donc, c'était un grand moment. Et aujourd'hui, on est assez heureux d'avoir pu raconter notre histoire. C'est une histoire qu'on raconte pas beaucoup en plus sur les réseaux. On est toujours sur le côté positif, sur les voyages, sur machin. On n'est jamais négatif, etc. C'est un choix. C'est un vrai choix pour nous. Mais voilà, c'est aussi bien de remettre en perspective et de dire en fait on n'est pas juste des bisounours tout mignons à qui la vie a souri de A à Z. Il y a aussi eu des moments plus difficiles et en fait voilà ce qui nous a permis de nous en sortir et de donner quelques clés pour des personnes qui pourraient être dans des situations similaires ou juste rencontrer des difficultés de manière générale. Ça, oui, ça vous a permis de faire une vraie introspection au final, parce que regarder 6 ans en arrière et se rendre compte de tout ce que vous avez accompli, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, non, c'est clair, ça a été 6 belles années de découverte non-stop, quoi. Enfin, que ce soit des voyages, enfin, je sais pas, on a fait plein de trucs. Il y a énormément d'anecdotes, je pense qu'on n'a pas tout raconté. Et on pourra faire un tome 2. Et non, mais ouais, ça a vraiment été très chouette. Les gens qui nous ont accompagnés ont été super avec nous. Et c'est vraiment ça qui nous a poussé à le faire et que d'autres, enfin, et quand on lit les messages de personnes qui ont lu le bouquin, pour que cela leur a fait du bien ou autre, enfin, c'est pas, on cherchait plus à le faire pour nous, mais savoir que ça a permis à d'autres d'avoir un gros point positif pour eux, que ça leur fasse du bien et tout, c'est toujours bon à prendre, hein, on va pas cracher dessus. Et ben, déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. Ça m'a fait super plaisir d'apprendre à vous connaître un petit peu. Merci à toi. Et je vais vous proposer de conclure cet épisode en disant un petit mot de la fin à des personnes, peut-être justement à besoins spécifiques et qui n'osent pas franchir le cap de partir en escapade en France ou même plus loin, à l'étranger. En fait, je crois que honnêtement, je crois qu'on n'a pas de leçon à donner, mais vraiment parce que vraiment on a tous des contraintes qui sont très différentes, mais justement on a tous notre champ de contraintes. Et en fait, nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est vivre, c'est d'abord oser. Ça veut dire qu'en fait, si jamais on n'ose pas essayer,
on n'ira absolument nulle part. Si on ose, peut-être qu'on n'ira pas très loin, parce qu'effectivement on a des contraintes et qu'il y a des choses qui nous retiennent, et puis il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, etc. Mais nous, c'est en essayant à répétition qu'on a fini par arriver à faire quelque chose. Au début c'était dur, il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire, du coup ça nous a pesé, etc. Et puis on a fini par apprendre à contourner les obstacles. Et je pense que voilà, encore une fois, chacun dans son champ de contraintes, on peut essayer de faire bouger quelques variables. Il n'y a jamais des contraintes qui sont intégralement fixes, il y a toujours des contraintes qui sont certaines en tout cas qu'on peut faire un petit peu bouger, et c'est sur celles-là qu'il faut se concentrer pour essayer justement de passer le pas et de vivre des choses qu'on a envie de vivre. Pierre, tu veux ajouter quelque chose ? Tout ce que la dame vient de dire. Trop tard, c'est dit. Mince. Désolé. Ouais, non, en tout cas pour moi qui suis en fauteuil, oui, on s'est mis des contraintes psychologiques beaucoup au début. Et en fait, petit à petit, on s'est laissé aller, on a repris goût à tout ce qui était aventure, à tout ce qu'on aimait vraiment. Et c'est en fait en reprenant goût à la vie petit à petit qu'on se laisse aller et qu'on se laisse la possibilité de découvrir plein de choses. C'est ça, et on reprend goût à la vie en voyageant, notamment. Exactement. Exactement. Merci à vous. Merci à toi. Bye. Ciao. Bye. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.